Salut à tous, vous le connaissez sûrement de nom. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir le professeur Noah Dana Picard, un mathématicien émérite. Il a été président du Mahon Lev. Il est toujours enseignant au Mahon Lev. On est vraiment très content tout simplement de vous le présenter. Si vous ne le connaissez pas encore, bienvenue. Merci. Voilà. Alors je ne sais pas comment je vous appelle, professeur Noah. Comme vous voulez, Noah, ça va très bien. Ça va très bien. Bon, ok. Alors on est content de vous avoir parce que on aime bien avoir l'occasion de parler avec ceux qui sont là depuis très longtemps, parce que vous, ça fait plus de 30 ans que vous êtes en Israël. Oui, exact. Vous avez fait une belle carrière, vous n'avez pas fini, parce que vous êtes toujours enseignant, vous faites toujours de la recherche. Vous avez bien sûr une chaire de recherche au Mahon Lev. Alors, pourquoi vous avez décidé un beau jour, alors vous aviez déjà un doctorat en mathématiques, je crois, en France, exact. de venir? Je pourrais vous donner plusieurs raisons. Une raison parfaitement familiale, c'est que quand j'ai proposé à une certaine jeune fille que nous nous marions, elle a dit oui sous condition qu'un jour nous faisions notre alia. Donc c'est déjà venu de ce jour-là. Et donc on le savait très bien, et puis petit à petit on s'est préparé. Ça n'était pas faisable immédiatement, mais ça s'est fait au bout de quelques années. Et nous avons eu le grand mérite que Dieu nous permette de faire notre alia et d'arriver ici. Ok, alors vous étiez à l'époque enseignant dans une école catholique. Exact. Et vous avez, quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit une très jolie phrase que le prêtre, donc responsable de l'institution, vous a dite avant de partir. Oui, effectivement, quand nous nous sommes quittés, devant tout le monde, devant tout un forum d'enseignants, de directeurs et autres, il a dit qu'il voulait me dire au revoir en disant que Monsieur Dana Picard nous quitte pour aller sur les traces d'Abraham, son père, vers la terre que Dieu lui a indiquée. Vous ne pouvez pas être plus clair. Ah, tout à fait. J'ai été impressionné de voir que quelqu'un à qui je n'avais pas dit un mot dans ce sens-là avait tout seul parfaitement compris. Okay. Une alia, c'est ça. C'est retourner sur sa terre. En tout cas, pour vous, c'était ça. C'est aller vers la terre que Dieu nous a donnée. Alors, vous avez bien sûr, au départ, vous n'êtes pas tout de suite rentré au Mahon Lev, vous avez fait plusieurs petits boulots. C'était difficile, il y a 30 ans, ou plus de 30 ans d'arriver? C'était assez difficile. Grâce à Dieu, les gens qui, lors de notre voyage d'études, m'ont promis du travail, ont tenu leurs promesses. Ce qui fait que j'ai tout de suite enseigné au lycée français d'Aliat Hanoar et à Bar-Ilan. Okay. Et à Bar-Ilan, ils m'ont simplement demandé de refaire un doctorat chez eux. Ils m'ont engagé comme un peu mieux qu'assistant, sous condition que je fasse un PhD. Je ne vais pas discuter, je l'ai fait. Et d'autres personnes m'ont regardé en me disant « Mais pourquoi tu ne t'es pas battu contre cette décision? Finalement, tu avais déjà un doctorat. » Je leur dis, je ne vois pas pourquoi je me serais battu. En fait, même si je regarde a posteriori, si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas fait la carrière universitaire que j'ai faite. Pourquoi? Parce que ça vous a permis de mieux connaître les arcanes de l'université, savoir comment ça fonctionnait. D'une part, si je compare en fait le travail que j'ai fait pour ma thèse en France et le travail que je fais pour ma thèse ici, en France, j'ai appris des mathématiques, ou j'ai créé des mathématiques. Et ici, avec ma directrice de thèse, la professeure Sheps, j'ai appris à être un mathématicien. C'est quoi la différence pour les profanes que nous sommes? C'est qu'apprendre des mathématiques ou écrire des mathématiques, c'est quelque chose que l'on fait soi-même face à sa page blanche où on crée quelque chose. Être un mathématicien, c'est aussi c'est expliquer ce que l'on fait, c'est le présenter dans des congrès, c'est écrire des articles et c'est aussi enseigner. Enseigner et véhiculer quelque chose. Et la mathématique est un vécu. Vous pensiez enseigner lorsque vous êtes monté en Israël ou pas? Oui, tout à fait. Ouais, c'était dans vos projets? Oui, tout à fait. Je devais à mes maîtres de maîtriser suffisamment l'hébreu pour pouvoir vivre au jour le jour. Quand j'allais au marché, je ne connaissais pas forcément le nom des fruits et des légumes. Mais quand on a planté les premières fleurs dans notre jardin, c'est notre voisine qui m'a indiqué le nom des fleurs qu'il y avait chez elle. Et donc, j'ai pu acheter la même chose dans une pépinière. Et puis, pour ce qui était d'enseigner, eh bien, tout simplement, puisque je devais enseigner, par exemple, de l'algèbre linéaire, c'est un domaine mathématique, que je connaissais les mathématiques, alors j'ai acheté un livre de ce domaine-là en hébreu, et comme ça, j'ai appris l'hébreu pour véhiculer cette connaissance-là. Et en fait, l'essentiel, ce n'était pas les mots techniques, ce sont les mots qui permettent de construire les enchaînements d'une démonstration. Comment on dit « il s'ensuit que »,« on en déduit que ». Et puis, bon, je dois dire en plus que les étudiants m'ont aidé. Les étudiants qui voyaient très bien à qui ils avaient affaire, voyaient à quelques fois qu'il m'arrivait de buter, alors ils corrigeaient. La chose un peu impressionnante, c'est que
Je maîtrisais la grammaire nettement mieux qu'eux. Les conjugaisons, les déclinaisons, et ça je le dois à mes maîtres qui m'ont enseigné en France, dont le rabbin Haïk. Salut. Et eux m'aidaient justement dans l'hébreu d'aujourd'hui. Voilà, donc c'était un chitouf paul, un partage. Tout à fait. D'ailleurs, l'enseignement, l'éducation, c'est pas un travail d'une personne. C'est un travail en commun. L'enseignant avec l'enseigné ou l'enseignant avec sa classe, c'est une relation à deux qui est tout à fait particulière. Alors, vous avez contribué, bien sûr, au rayonnement du Machon Lev. Cette école, on peut dire que c'est une école d'ingénieurs. Ce n'est pas une université, c'est une Mirklala, comme on dit, un collège académique. On peut traduire ça comme ça? C'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. Au départ, quand le Machon Lev a été créé, c'était en 1969 par le professeur Lev. À cette époque-là, il existait en Israël 4 institutions qui étaient définies comme des institutions d'enseignement supérieur qui ne sont pas des universités. Et le Machon Lev était l'une des 4. Petit à petit, les choses ont changé. Et dans les années 80-90, il y a eu cette explosion de création de collèges au sens américain du terme. Et malheureusement, le Machon Lev est considéré comme une Mirklala, comme les autres, alors qu'il ne l'est pas, en fait. Il est plus proche d'une université, d'après vous? Beaucoup plus. Beaucoup plus. Et pourquoi le changement n'a pas eu lieu? Il y a un certain nombre d'exigences du Conseil de l'enseignement supérieur, entre autres de nombre d'étudiants. Il y a un certain volume minimal pour pouvoir passer d'un statut à l'autre. D'autre part, pendant des années et des années, l'État a maintenu les collèges, les Mirklalot, dans un statut d'institution d'enseignement de premier cycle. Et le professeur Trachtenberg voulait vraiment que la base soit concentrée de l'enseignement. Il a même fait en sorte que tous les budgets de recherche de l'État aillent aux universités et pas un sou aux Mirklalot, ce qui en soi est déjà un problème grave. Un problème grave, c'est bien d'en parler aujourd'hui parce que je crois que les enseignants du Machon Lev sont en grève, on en profite, on parle d'Alia, mais forcément on parle de notre réalité d'aujourd'hui. Vous êtes aussi en grève, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le plaisir de vous avoir. Voilà, vous parlez à un gréviste. Alors, en France, quand on parle de grévistes, on imagine CGT et CFDT. C'est pas exactement cela. Ce sont tous les enseignants des Mirklalot dans le pays qui sont les enseignants de ce qu'on appelle la Segel Bachir, c'est-à-dire la frange supérieure du corps enseignant, les enseignants-chercheurs qui sont dans les Mirklalot. Les chargés de travaux dirigés, eux, ne sont pas en grève, donc ces cours-là existent, donc le Machon Lev fonctionne en ce moment. Bien sûr. Simplement, nous n'assurons pas les cours en amphithéâtre. Parce que vous voulez protester contre ce qu'on vous demande, en fait, en tant que professeur. On vous impose de faire des recherches très poussées, d'enseigner également, mais vous n'avez pas forcément les budgets pour. Disons, comme je suis quand même relativement, entre guillemets, âgé, et donc je suis plus près de la fin de la carrière que du début, disons, de façon très, très prosaïque les choses. Le risque pour moi est relativement faible, mais je pense qu'il est normal que je fasse ce qui s'appelle en hébreu l'issa be'olim chaverai, et que les jeunes enseignants-chercheurs, les perspectives de carrière que le ministère des Finances leur ouvre, ne leur ouvre pas d'ailleurs, ne sont pas les bonnes. Et le problème étant que quand ce que l'on appelait avant en Israël, mais les nouveaux arrivants ne connaissent pas ces pièces qui ressemblaient aux pilous de notre enfance, les pièces qui étaient un peu percées. Et quand on dit qu'on on considère les choses par l'intermédiaire du trou qui est à l'intérieur du pilou, c'est-à-dire que quand on regarde tout sous l'aspect financier uniquement des choses, eh bien, on ne prend pas forcément les bonnes décisions universitaires. Et je comprends parfaitement que le ministère des Finances exerce le contrôle pour lequel il est là, mais un enseignant-chercheur dont la carrière ne peut se développer que sur des critères bien définis, certains dans les Mirklalot comportent des critères de qualité d'enseignement et de pédagogie, mais énormément de composantes liées à de la recherche, la moindre des choses est qu'on donne à ces personnes-là les conditions nécessaires à leur recherche. Et ça n'est pas le cas. Vous aimeriez plus de justice dans la répartition des budgets, que tous les budgets n'aillent pas aux universités, mais que vous soyez aussi pris en compte. J'essaye de... Tout à fait. Je suis un exemple un petit peu particulier, puisque malgré tout, j'ai grandi dans cette atmosphère-là où il n'y avait pas de budget de recherche pour les enseignants-chercheurs dans les établissements qui ne sont pas des universités. Et Baruch Hashem, je m'en suis sorti. Je me suis fait ma place en Israël et à l'étranger.
je fais partie de ce monde-là, mais je reconnais que c'est un monde extrêmement difficile et qu'il serait normal que l'État assure non seulement une exigence de qualité de recherche, mais qui donne la possibilité de le faire. Les moyens de le faire. Alors, vous êtes connu aussi pour votre enseignement des matières juives. Pour vous, avoir un très bon niveau en rôle, comme on dit, dans les mathématiques, par exemple, mais aussi dans les matières juives, ça va avec. C'est très important pour vous. Vous militez d'ailleurs pour que l'éducation soit donnée dans les deux sphères d'enseignement, que ce ne soit pas séparé, que ce ne soit pas ou l'un ou l'autre. Absolument. Vous pensez que c'est important pour les futures générations en Israël ? C'est important pour toutes les futures générations en Israël ou ailleurs, mais les futures générations, leur place est ici. Et il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe avec les... Je ne parle même pas des attentats, ça devrait suffire à faire peur et à faire partir. Mais malheureusement, ce n'est pas forcément le cas et ça ressemble quelquefois à ce qui se passait au début des années 30, où on fait le gros dos et on pense que ça va passer. Mais on se rend compte qu'en fait, les choses ne passent pas et que, exactement comme nos gouvernements ici en Israël, quand les Arabes, on n'a pas le droit de dire ça, ont commencé à jeter des pierres sur les voitures qui passaient, alors nos gouvernants ont dit, s'ils passent aux armes à feu, ça sera leur fin. Rappelez-moi un petit peu... Ils ne sont pas passés aux armes à feu depuis ? Je crois que oui. Et puis on revient, on voit les gouvernants parlent toujours en termes de futur. S'ils font alors, et puis on ne voit pas vraiment. Il y a des choses qui sont faites, effectivement, et je salue vraiment le travail que font nos soldats et nos officiers. Et ils font un travail extrêmement dur, et ils assurent la possibilité à la population de vivre normalement. Je vous raconte à titre d'anecdote. Quand j'ai présenté ma candidature pour organiser un certain congrès international qui a lieu une fois par an, j'ai présenté ma candidature pour l'organiser chez nous, sur le campus du Machon Lev. On m'a posé un certain nombre de questions. L'une d'entre elles concernait la sécurité. Mais si on compare la sécurité ici et la sécurité ailleurs, d'une part, notre campus, comme tous les campus en Israël, est sécurisé. En plus, les touristes qui viennent doivent savoir que quelquefois on contrôle leur sac à main quand ils entrent dans un magasin. Mais si vous faites bien attention, quand vous allez dans n'importe quel aéroport dans le monde, vous voyez quelque chose que vous ne voyez pas à Ben Gurion. L'aéroport est plein de soldats en armes. À Ben Gurion, vous n'en voyez pas un. C'est-à-dire que la façon dont la sécurité est assurée en Israël est bien différente. Bien différente, très efficace et permet aux citoyens de vivre une vie normale. Alors, pour revenir à ma question sur le fait que vous êtes un pourfendeur d'un cursus, d'un double cursus, on va dire ça, en tout cas, d'avoir un niveau d'études juives assez poussé. D'abord, c'est normal parce que c'est nous, c'est notre culture. Je suis tout à fait effaré par le nombre de gens qui sont capables de lutter contre leur propre passé et leur propre culture. Et il y a eu une fois un universitaire qui voulait préparer un cours et donner un cours d'un semestre sur Pirkei Avot, et personne ne s'est inscrit. Comme il devait quand même donner un cours, il faut quand même qu'il reçoive son salaire. Alors il a proposé un autre cours sur un philosophe chinois. Tout le monde s'est inscrit. Tout le monde s'est inscrit. Enfin, beaucoup de gens se sont inscrits. Simplement, à la fin du semestre, il leur a dit je vais quand même vous dire, le philosophe en question n'a jamais existé. Je vous ai enseigné Pirkei Avot. Et ça arrive. Bon, l'enseignant en question, ce n'est pas moi, mais ça peut arriver. Je ne parle pas de mitzvot, là, je parle de savoir qui nous sommes, quel peuple nous sommes, quelle est notre histoire, quelle est notre culture, quelle est notre raison d'être. Alors justement, dans le milieu universitaire, tout le monde ne partage pas votre point de vue. Vous avez dû lutter contre d'autres par rapport à cette approche-là particulière que vous avez. Moi non, et tout à votre honneur d'ailleurs. Merci. Mais moi non, parce que j'ai développé ma carrière dans des institutions qui sont des institutions religieuses et qui véhiculent, avec quelques nuances, mais qui véhiculent justement ce que je viens de dire. Simplement, les proportions peuvent être légèrement différentes. Pour moi, il n'y a pas de hiatus. Il n'y a pas le Kodesh d'un côté et le Chol de l'autre. Ça, c'est peut-être quelque chose qui... Comment dire, c'est 2000 ans d'existence dans un monde chrétien qui nous a amené à ça. Donne à César ce qui appartient à César et donne à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mais la connaissance de ce monde... la connaissance de la recherche scientifique, du développement en médecine, en biologie, en chimie, en physique, en mathématiques, et dans tous les domaines de connaissance. C'est connaître le monde que Dieu a créé.
Donc il n'y a absolument aucun hiatus. Et il est parfaitement normal que l'on assure une formation et aussi un développement de la Emouna dans ces cas-là. Et c'est vraiment une question de Emouna. Simplement, bon, c'est clair que quand on est dans le Beth Midrash, on n'est pas dans le laboratoire de physique, et quand on est dans le laboratoire de physique, on n'est pas au Beth Midrash. Mais si on a cette conscience que ce que l'on fait au laboratoire de physique, c'est lié à la connaissance du monde que Dieu a créé, et le Rambam lui-même le dit que quand on apprend les mathématiques et l'astronomie, il n'y a pas que lui qui le dit, le Rambam, tous, le Ramban, le Rama et autres, on apprend le monde que Dieu a créé, et de cette façon-là, on s'approche du Créateur. Alors justement, l'Alia de France de ces dernières années a beaucoup changé par rapport à la vôtre, aux gens qui montaient avec vous. Aujourd'hui, justement, les mamans qui ont des enfants, qui n'ont pas été forcément scolarisés dans des établissements juifs, dont les enfants n'ont pas forcément étudié ni le Gemara, ni le Navi, ni les matières juives, ni la Bible, ni le Tanakh, non, évidemment, hésitent à faire entrer leurs enfants dans des établissements justement où on demande beaucoup d'eux sur ces matières-là. Enfin, j'aime pas parler de matière, mais qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Elles ont l'impression que jamais elles ne pourront les suivre, jamais. C'est un monde qui est un peu étranger à eux. C'est terrible. Il y a quelqu'un que je n'aime pas beaucoup qui un jour a dit une phrase qui est « Yes, we can ». Alors, vous pensez que c'est important parce que ce sont souvent des établissements où ils finissent beaucoup plus tard que les autres, où il y a beaucoup d'heures de cours? Je vais vous donner un exemple. Puisqu'on parle beaucoup de passé, un de mes amis, quand nous habitions en France, est un garçon qui, lorsqu'il était en classe de seconde, avait des résultats absolument épouvantables en mathématiques et en physique. Et il avait été capable de résoudre un problème de physique dans lequel il démontrait que lorsque un musicien joue de la flûte, au bout de 10 minutes de musique, la flûte avait chauffé et sa température était montée de 100 000 degrés. Et ça ne le gênait pas. Oui. Mais il voulait faire des mathématiques. Il avait été orienté dans des matières littéraires et autres. Il voulait faire des mathématiques. Eh bien, aujourd'hui, ce garçon-là est docteur en mathématiques. La volonté est présente. Donc, la même volonté qu'il y a quand on arrive en Israël, qui est qu'on sait que le pays ne nous attend pas. On sait que la société est construite d'une façon complètement différente. Mais si on arrive avec un grand sourire pour la terre d'Israël, alors elle nous fait un grand sourire et nous accueille. Et petit à petit, on arrive à se faire sa place. Ça prend du temps. Pour certaines personnes, ça va relativement vite. Pour d'autres, ça prend en moyenne 10 ans pour avoir vraiment une place bien installée. Autre. Mais ce sont des phénomènes de longue haleine et on y arrive. Les enfants s'intègrent beaucoup plus vite dans la mesure où la famille veut se donner les moyens. Et il y a des écoles qui savent le faire, qui savent intégrer les enfants très vite en leur assurant un ulpan, en leur assurant un suivi avec ce qu'on appelle des benot shirut, des jeunes filles du shirut leumi qui les prennent en charge, qui les aident à faire leurs devoirs, qui les aident à revenir sur les mots qu'ils ont appris et autres. Et on peut très très bien y arriver et les enfants peuvent parfaitement s'intégrer. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des nouveaux étudiants qui arrivent au Machon Lev? Est-ce qu'ils sont très différents de ceux que vous avez connus à vos débuts dans cette institution? D'une part, je parle des étudiants francophones. Voilà. D'une part, ils sont différents. Ils ont grandi dans une atmosphère qui est complètement différente en France. Beaucoup d'entre eux ont grandi dans des écoles juives qui sont devenues des châteaux forts. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a 30 ans, 40 ans. Même s'il y a aujourd'hui beaucoup plus d'écoles. Des châteaux forts, beaucoup moins ouverts sur le monde, beaucoup moins de connaissances. Avec des services de sécurité qui isolent l'école de ce qui se passe dehors. Ça n'a l'air de rien, mais enfin, ça a une influence. Comment dire, je suis né relativement peu d'années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça m'a pris des années pour comprendre que j'en étais en fait si proche. Parce que on nous a fait grandir dans une atmosphère qui était beaucoup plus ouverte, qui était beaucoup plus calme. Or, aujourd'hui, vous voulez aller prier Shachrit dans une synagogue à Paris ou ailleurs, quoi. Il faut qu'il y ait des policiers ou des soldats en armes devant pour garder. Et la preuve avec ce qui s'est passé en Amérique hier. C'est malheureux, mais c'est une situation intenable. Et ça a aussi une influence sur l'éducation des enfants. J'imagine qu'il y a des parents qui ne les laissent pas sortir à 8 h du soir et prendre des autobus tout seuls. Ça a une influence. Or, quand il y a toutes ces discussions sur est-ce qu'on garde une kippa sur la tête ou est-ce qu'on ne garde pas une kippa sur la tête, une fois j'étais
J'étais en visite quelque part là-bas, et dans la voiture, il y avait plusieurs personnes qui discutaient. Une dame qui était là dans la voiture a dit je ne comprends pas, mon fils étudie la Mishnah, il étudie la Gemara, pourquoi quand il sort de l'école, il doit enlever sa kippa et la mettre dans la poche? Et je n'ai pas pu me retenir, et je lui ai dit, vous savez, quand mon fils sort de l'école, il ne met pas sa kippa dans la poche. Et elle m'a regardé, mais comment vous faites? C'est dangereux. Et alors, une autre personne lui a dit, je crois que tu n'as pas compris ce qu'il est en train de te dire. Il habite tout simplement en Israël, et là, forcément, les choses sont beaucoup plus simples. Quel est votre, on va dire, votre souvenir, en tout cas, l'étape qui vous a vraiment marqué dans votre processus d'intégration en Israël? Je ne sais pas s'il y a une étape particulière, peut-être le jour de la Aliyah, effectivement, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Mais je voudrais citer une phrase que m'a dit un ami qui a fait sa Aliyah quelques années avant, et chez qui nous sommes passés lorsque nous avons fait notre voyage d'études. Et il m'a dit, tu vas venir, et puis tu te rendras compte très rapidement qu'à chaque étape importante, c'est pas toi qui décides, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est vrai. Si on veut, le aide-toi, le ciel t'aidera. Si on veut vraiment, alors on se rend compte qu'au moment où il y a une décision difficile à prendre, il y a quelqu'un qui nous pousse. Et une autre phrase que souvent des gens évoquent en hébreu, c'est que si Akadosh Baruch Hu ferme une porte d'un côté, au même moment il t'en ouvre une autre ailleurs. Et pour les choses importantes, effectivement. Et on sent, et il est là. Alors, j'imagine que pour vous, ça a été le cas pour votre famille aussi. Vos enfants se sont parfaitement intégrés? Grâce à Dieu, oui. Ouais, tout le monde a été... Tout le monde est parfaitement intégré. Nous avons véhiculé, nous espérons, la partie agréable, en disant comme ça, de la culture française que nous avons amenée avec nous. Nous leur avons appris une certaine politesse, alors que l'israélien de naissance est quelquefois un peu brut de décoffrage. Pas pour rien qu'on les appelle des sabrés, mais ils portent en eux un peu de la culture avec laquelle nous sommes venus. Et d'ailleurs, ils ont voulu aller visiter sur place pour voir quelles sont les racines de la famille. Et nous avons des racines de au moins 300 ans en France. Et on ne les renie pas du tout. Au contraire, je pense que nous avons apporté avec nous une culture. Et il y a une partie de la culture française qui est parfaitement compatible. Tout à fait, visible de plus en plus. Voilà, ici. des choses qui ne le sont pas, c'est pas qu'on les a rejetés, ça ne fait pas partie de nous, c'est tout. Qu'est-ce que vous pensez de cette... puisque nous sommes à la veille d'élections municipales, vous habitez Jérusalem forcément, donc on va parler de Jérusalem. Qu'est-ce que vous pensez de cette recrudescence de candidats francophones? Vous trouvez que c'était attendu, que c'est normal, c'est finalement une évolution naturelle ou pas? Ça devait arriver. Okay. Ça devait arriver parce que, d'une part, ça existe avec les communautés originaires d'autres endroits. Et lorsque la grande alliée de Russie est arrivée, beaucoup de choses se sont faites. Il faut dire que le nombre aussi est important, bien sûr. Est important, donc les journaux en russe, les radios en russe et autres. Mais on a aussi maintenu une partie de la population russophone dans ce cadre-là. Et puis on trouve ça aussi avec les anglophones, on trouve ça aussi avec d'autres cadres. Les Éthiopiens, ça a été fait, mais pas forcément, je ne sais pas, peut-être pas consciemment et pas pour de bonnes raisons. Mais d'un côté, je pense qu'il est dommageable d'importer totalement la France telle qu'elle. Il faut faire le choix dont j'ai parlé avant. Et Am Israël est en ce moment en train de faire l'analyse de ce qu'il a appris partout dans le monde, ce qu'il pouvait accepter, ce qu'il pouvait intégrer à sa propre culture dans cette espèce de... En français, on n'appelle pas ça melting pot, mais et en hébreu, on appelle ça kouritour. Dans ce creuset, ce que l'on peut prendre de la culture des peuples parmi lesquels nous avons grandi et évolué. Mais je ne ferai pas de la francophonie un cheval de bataille pour la conserver telle qu'elle, mais ce que le public francophone, ce que les Olim de France apportent, ils apportent un regard autre sur les questions de l'heure
ils apportent une façon autre d'analyser les situations. Donc effectivement, ils peuvent apporter quelque chose. Mais il faut surtout l'apporter en ayant conscience qu'on est à l'intérieur et pas qu'on fait quelque chose qui vient de l'extérieur. Un regard voilà, d'ailleurs sur la vie israélienne et pour faire avancer les sujets de la société israélienne. Okay. Je ne voudrais pas que la démarche soit une démarche de... Parce qu'en France, on appelle communautariste, c'est-à-dire qu'à Rome, on appelait ça une démarche... C'est pas tellement français, en fait, pas finalement. Vraiment, ici. Pas du tout. À Rome, on appelait ça une démarche clientéliste. Ouais. C'est passe-moi la rhubarbe et je te passerai le séné. Mais au bénéfice de tous, le monde des Olim de France peut apporter quelque chose, justement, dans ces analyses neuves, dans ce regard neuf. D'ailleurs, on l'a vu à l'époque où il y avait où on essayait de ne pas arriver aux accords d'Oslo. On a bien vu que ceux qui menaient l'opposition étaient des gens qui étaient venus d'Occident. Ils étaient venus de France, ils étaient venus d'Angleterre, ils étaient venus d'Amérique. C'était un regard complètement autre et que le gouvernement était incapable de comprendre d'ailleurs. Alors juste pour terminer, parce qu'on pourrait parler longtemps avec vous, il y a tellement de sujets, mais je vais revenir à votre profession, puisque vous avez, on l'a dit, une chaire de mathématiques et d'éducation. Si, par exemple, des étudiants nous regardent, ou des parents d'enfants qui se destinent à une carrière de mathématicien nous regardent, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil ? De vouloir réussir, de se donner les moyens de réussir. Ça veut dire quoi, se donner les moyens de réussir ? On a cité un prêtre tout à l'heure, de l'Alia. Je vais citer le même, qui, quand on parlait d'enseignement, m'a dit la phrase suivante. Il vous a marqué, décidément. Comme dit le rabbin, j'ai travaillé avec lui quelques années. Et je dois dire que, bon, il y a chez les non-juifs, il y a des gens qui sont des personnalités qui effectivement véhiculent quelque chose. Et un jour, il m'a dit ce que les élèves ne comprennent pas, c'est qu'on étudie pour savoir. Et lorsque l'on sait, pas par accro, mais par conséquence naturelle, on réussit aux examens. Et la notion classique de l'ilmo de la mifran, d'apprendre pour l'examen, c'est une notion fausse. On révise pour l'examen, mais si on a appris de façon continue, alors le savoir, petit à petit, non seulement s'accumule, mais le savoir se crée, le savoir s'assimile, et à ce moment-là, on dispose d'un énorme vivier de connaissances et d'outils d'application de cette connaissance-là qui permet de réussir. Bon, alors, si vous nous avez écouté, si vous avez compris, le professeur Noah Dana Picard, eh bien, il ne faut pas seulement étudier ou réviser pour ses examens, il faut étudier tout au long de l'année, ce sera le conseil à suivre. On espère qu'il sera entendu. Merci pour votre parcours, Dalia. Bon, on aurait pu parler encore très longtemps avec vous. Vous avez fait un tas de choses dont on n'a pas parlé. Mais, voilà. Mais en tout cas, on peut vous suivre. Peut-être vous avez un site où on peut... Il y a le site de la chaire, oui, www.jct.ac.il/ vous savez, le petit trait comme ça incliné, CEMJ. Bon, on le mettra sous la vidéo, comme ça, si on a envie de vous poser des questions, rentrer en contact avec vous, ce sera sûrement possible. Voilà. Il va, dans les jours qui viennent, il va avoir droit à, de nouveau un mot anglais, il va avoir droit à un overhaul dans l'ensemble du site du Machon Lev, mais pour l'instant on peut toujours le consulter et par son intermédiaire me contacter. Et je sais que vous n'hésitez pas à aider les Olim Khadashim, les nouveaux immigrants, quand ils en ont besoin. On vous remercie aussi pour ça. Il n'y a pas de quoi, il est normal que j'essaye de donner un petit peu de l'énorme quantité que j'ai reçue. Ok, merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Shalom. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.